J'avais 11 ans quand mon père a disparu. Sans avertissement, sans adieu, juste un mot laissé sur le comptoir de la cuisine, tu t'en sortiras, Anna. Je ne m'en suis pas sorti. J'ai pleuré jusqu'à en perdre la voix, assise dans une maison vide qui sentait la poussière et les promesses brisées. Puis, juste avant minuit, des phares ont illuminé la fenêtre. Une Rolls-Royce noire s'est arrêtée devant notre portail, et un homme grand en est sorti. Cheveux d'argent, regard perçant, et une présence si forte que l'air lui-même semblait retenir son souffle. « Tu es Anna Parker ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête, tremblante. « Bien. Je suis ton grand-père. Fais ta valise. Tu rentres à la maison. » Cette nuit-là, j'ai laissé derrière moi la pauvreté, la douleur et chaque souvenir de mon père. 18 ans plus tard, j'avais bâti un empire sur les ruines de son abandon. Et lorsqu'il revint pour réclamer ce qu'il croyait être à lui, je fis en sorte qu'il reparte les mains vides. Je me souviens encore de ce vendredi comme d'une cicatrice qui ne s'efface jamais. L'air sentait la pluie et le pain, et je courais vers la maison, brandissant un test d'orthographe noté 10 dixièmes. Je voulais le montrer à papa. Il m'avait promis que si j'avais un A, nous irions à la foire le week-end. Je l'imaginais déjà sourire, ébouriffer mes cheveux et dire « c'est ma fille ». Mais quand j'ai ouvert la porte, la maison m'a répondu par le silence. La télévision avait disparu, les placards à moitié vides, la photo de maman manquait sur l'étagère. « Papa » ai-je appelé en laissant tomber mon sac. Seul l'écho de ma voix m'est revenu. Puis je l'ai vu, une note pliée sur le comptoir, à côté d'une facture d'électricité impayée et d'une tasse ébréchée. « Anna, je ne peux plus. Tu t'en sortiras. Papa. » C'était tout. Aucune explication, aucune promesse. Juste des mots plus tranchants qu'un couteau. Je suis resté des heures assise sur le sol froid, fixant la porte, attendant qu'il revienne. Peut-être une blague. Peut-être qu'il avait juste besoin d'air. Mais quand le soleil s'est couché, l'espoir s'est dissous dans la peur. La maison craquait de solitude, le réfrigérateur bourdonnait comme pour se moquer de moi. À l'intérieur, juste une bouteille de ketchup et une moitié de pain. J'ai mangé en silence, faisant semblant que c'était un dîner. La nuit venue, je me suis blotti sous une couverture mince, serrant mon sac contre moi comme un bouclier contre la douleur. Chaque bruit me faisait sursauter, le vent, les tuyaux, les branches dehors. Je me suis chuchoté, il reviendra. Il le doit. Mais au fond, je savais la vérité. Au matin, le silence pesait encore plus lourd. Je suis sorti, et marché jusqu'à l'épicerie du coin et regardé les sandwichs que je ne pouvais pas acheter. Le vendeur m'a demandé doucement « Où est ton père, ma chérie ?» J'ai forcé un sourire. Il travaille. Un mensonge que je répéterai des années. Le soir, alors que la pluie commençait à tomber, je traçais les gouttes sur la vitre du doigt, le cœur douloureux d'une peine que je ne savais pas nommer. C'est alors que les phares sont apparus dehors, fendant l'obscurité. Une Rolls-Royce noire s'est arrêtée devant notre Porsche délabré. Le moteur s'est tu. Un homme grand en est descendu, sa silhouette découpée dans la lumière du réverbère. Il portait un manteau sombre, des chaussures cirées, et un regard qui ne venait pas de mon monde. « Anna Parker ?» demanda-t-il d'une voix calme et grave. J'ai hésité. « Qui êtes-vous » Il m'a observé un long moment avant de répondre « Richard Whitmore, ton grand-père. » Je suis resté figé. Je ne l'avais jamais vu. Papa l'appelait seulement « ce vieil entêté ». Il s'est approché, « Fais ta valise, enfant. Tu viens avec moi. » Et, d'un claquement de portière, ma vie, ma solitude, ma faim, mon attente prirent fin. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit-là marquait le commencement de tout, mon salut, mon éducation, et plus tard, ma vengeance. Le trajet sembla durer une éternité. Assise à l'arrière de la Rolls-Royce, je regardais la pluie glisser sur la vitre teintée. Les lumières de la ville se fondaient en rubans dorés et gris. Mes mains serraient mon sac, le dernier vestige de mon ancienne vie. Grand-père ne parla presque pas. Il lisait sur sa tablette, son profil argenté illuminé par les éclairs des phares. Une seule fois, il leva les yeux, « Tu es en sécurité maintenant, Anna. » Ce mot me parut étranger. Quand la voiture quitta la route principale, un portail apparut, surmonté de lettres en fer forgé, Whitmore Estate. Le manoir derrière ressemblait à un château d'un autre temps, colonnes de marbre, murs couverts de lierre, fenêtres dorées d'une lumière tiède.
2 femmes nous attendaient sous le porche, ma tante Margaret, élégante et glaciale, et sa fille Lydia, une fille de mon âge aux boucles parfaites et au sourire moqueur. Le visage de Margaret se figea. « Père. Vous l'avez amenée ? » ?»« C'est ma petite fille, répondit-il calmement. Et elle vivra ici désormais. Lydia chuchota quelque chose avant de ricaner. Elle n'a pas sa place dans cette maison, lança Margaret. C'est le problème de Daniel. Daniel est parti, répliqua grand-père d'un ton sec. Et je ne tolérerai plus la division dans ma famille. Margaret détourna les yeux. Très bien. Mais ne comptez pas sur moi pour jouer les nourrices. Puis elle s'éloigna, ses talons claquant sur le marbre. Grand-père soupira. Ne fais pas attention à elle. Cette maison a plus d'orgueil que de chaleur. À l'intérieur, le lustre brillait comme 1000 soleils miniatures, les couloirs sentaient le bois ciré et l'argent ancien, et les portraits d'ancêtres sévères semblaient me juger. Une domestique me conduisit à une chambre immense, lit à baldaquin, rideaux de soie, cheminée crépitante. Sur la table de nuit, une photo d'un garçon et d'un homme plus âgé, mon père et mon grand-père. Je les regardais, le cœur serré. Pourquoi ne m'a-t-il jamais parlé de vous ? Ai-je murmuré. Parce que ton père et moi étions en désaccord sur tout, surtout sur la manière d'élever un enfant. L'aimiez-vous ? Demandai-je. Son visage se troubla. Oui. Mais parfois, l'amour ne suffit pas à réparer ce qui est brisé. Il quitta la pièce, la porte lourde se refermant doucement derrière lui. Cette nuit-là, je restai éveillé, perdu sous un plafond doré, étouffé par le silence. J'entendais les rires cruels de Lydia, plus loin. Et je compris, la richesse n'apporte pas le bonheur, elle amplifie seulement la solitude. Derrière la fenêtre, l'océan rugissait contre les falaises. Grand-père avait dit que j'étais en sécurité. Pourtant, dans la tempête, je me demandais si je n'avais pas simplement troqué une cage contre une autre. J'ai appris à négocier avec des hommes 2 fois plus âgés que moi. Et chaque fois que j'entrais dans la salle du conseil aux côtés de grand-père, les regards se tournaient. On ne voyait plus une fille abandonnée, mais Anna Whitmore, vive, confiante, dangereuse dans son silence. Mais le succès a un prix. Plus je grandissais dans son monde, plus la rancune m'entourait. Margaret l'avait remarqué. Lydia la détestait. Cole s'en moquait. Et derrière chaque sourire poli au dîner de famille, je la sentais, cette guerre silencieuse qui couvait sous les lustres de cristal. Le matin où grand-père est mort, le manoir paraissait vide. Les couloirs, autrefois résonnant de sa voix profonde et autoritaire, n'étaient plus remplis que du bruissement discret des domestiques et des sanglots étouffés d'étrangers. Il s'était éteint dans son sommeil, paisiblement, disait-on. Mais quand je me suis tenu près de son lit, le tuyau d'oxygène encore enroulé près de l'oreiller, je tremblais sans pouvoir m'arrêter. L'homme qui m'avait reconstruite à partir de rien n'était plus là. Aux funérailles, le nom Whitmore attira la presse comme des vautours, des rangées de costumes noirs, des limousines rutilantes, des flashs crépitants devant les grilles de l'église. Les journalistes chuchotaient à mon passage, c'est la petite fille, celle qui l'a élevée. Tante Margaret arriva en retard, vêtue de noir haute couture, ses lunettes dissimulant ses yeux. Lydia et Cole la suivirent, feignant la tristesse tout en prenant des photos devant les compositions florales. Quand le prêtre prit la parole, ma gorge se serra. Richard Whitmore était un homme de grande vision, dit-il. Non, murmurai-je, il était bien plus que cela. Il était ma famille. Après la cérémonie, la famille se réunit au domaine pour la lecture du testament. L'avocat, un homme mince aux lunettes cerclées d'argent, s'assit derrière le bureau en acajou de grand-père. La tension dans la pièce était si dense qu'on aurait pu l'entendre vibrer. Il prit la parole, conformément au dernier testament de Monsieur Richard Whitmore. Margaret se cala dans sa chaise, la voix pleine d'assurance, allons droit au but. Je suis certaine que père a laissé les choses comme il se doit. L'avocat hocha la tête et lut, à ma fille, Margaret Whitmore, je lègue la villa d'été à Napa Valley. À mes petits-enfants, Lydia et Cole, un fonds fiduciaire de $2 millions chacun. Margaret esquissa un sourire satisfait. Et le reste ? L'avocat ajusta ses lunettes. Les parts majoritaires de Whitmore Holdings, la propriété principale et le fonds familial seront transférés à ma petite fille, Anna Parker. Le silence tomba d'un coup. Quoi ? S'étrangla Margaret. C'est absurde, elle est une enfant. J'ai 23 ans, dis-je calmement.
C'est une erreur, siffla Lydia. Grand-père ne lui aurait jamais tout laissé. Mais l'avocat poursuivit d'un ton posé, Monsieur Whitmore a pris cette décision il y a 2 ans, alors qu'il était en parfaite santé et pleinement conscient. Margaret bondit, le visage écarlate. Elle l'a manipulé. Tu l'as utilisé, n'est-ce pas? Je croisai son regard. Je n'en avais pas besoin. Il vous a vu tel que vous êtes. Elle frappa la table du plat de la main. Tu regretteras ça, petite. Cette entreprise m'appartient. L'avocat referma le dossier, je crains, Madame Whitmore, que cela ne soit plus vrai. Elle sortit furieuse, Lydia sur ses talons, le mascara coulant. Cole resta un instant, les yeux pleins de haine. Tu crois que ça fait de toi l'une des nôtres, ricana Théil. Non, répondis-je. Ça fait de moi exactement ce qu'il voulait, une Whitmore qui n'a pas besoin des autres. Ce soir-là, seul sur le balcon du manoir dominant le Pacifique, je respirais l'air salé mêlé de cèdre, son parfum préféré. Dans ma main, la montre de poche en or qu'il m'avait offerte pour mes 18 ans. À l'intérieur, ces mots gravés, l'intégrité bâtit les empires. Je murmurai, je protégerai tout ce que tu as construit, grand-père. Et je ferai en sorte qu'il ne le détruise plus jamais. Mais sous le calme de ma promesse, je la sentais, la tempête à venir. Margaret ne me pardonnerait jamais. Et la guerre pour l'héritage Whitmore ne faisait que commencer. 6 mois après les funérailles, je connaissais chaque recoin de l'empire Whitmore. Je travaillais tard, penché sur les rapports à la lueur d'une lampe, tandis que le reste de la famille feignait encore le deuil. Je voulais prouver que je n'étais pas qu'un nom sur un testament, j'étais le legs lui-même. Mais le pouvoir attire les charognards. Margaret s'était faite silencieuse depuis la lecture du testament, ce qui la rendait plus dangereuse encore. Et puis, un lundi matin glacial, j'ai compris pourquoi. La salle du conseil, tout en verre et en puissance, dominait la ville. Quand j'y entrais, quelque chose clochait. La moitié des directeurs évitaient mon regard. Le fauteuil de grand-père, à la tête de la table, n'était plus à sa place. Margaret y siégeait, vêtue d'un tailleur gris perle, un sourire coupant aux lèvres. « Bonjour, Anna, dit-elle d'un ton doucereux. Nous parlions justement de l'avenir de l'entreprise. Sans toi. Ah oui, répondis-je. Nous avons supposé que tu te retirais, pour le bien des actionnaires, bien sûr. Elle fit glisser un dossier vers moi, une motion officielle de restructuration de la direction. Mon nom y figurait, suspendu temporairement pour incompétence et instabilité émotionnelle. Mon sang se glaça. C'est une plaisanterie. Un vote, corrigea-t-elle. Déjà effectué. Autour de la table, des mains se levèrent une à une, celle la même qui m'avait souri, félicité, trahi. Margaret se leva. À effet immédiat, je reprends la direction. Remets ton badge et tes dossiers. Elle croyait avoir gagné, mais elle avait sous-estimé la première leçon de grand-père, la préparation. J'ouvris ma mallette et en sortis une enveloppe scellée du sceau doré Whitmore. En réalité, tante Margaret, dis-je calmement, grand-père avait prévu quelque chose comme ça. Je tendis le document à l'avocat de la société. Il le lut, blêmi. Selon cet amendement, Monsieur Whitmore a modifié la charte un mois avant son décès, toute décision du conseil requiert la signature conjointe du président et du successeur désigné, à savoir mademoiselle Anna Whitmore. Silence. Le sourire de Margaret se fissura. Tu mens. Vérifie le registre, dis-je. Il est déposé au bureau des sociétés. L'avocat confirma, c'est valide. Je me penchai en avant. Donc sans ma signature, ton petit coup d'état n'existe pas, espèce de manipulatrice, cracha-t-elle. Tu ne mérites ni cette entreprise ni son nom. Et toi, tu l'as trahi dès le lendemain de sa mort, répliquai-je. Elle bondit, mais les agents de sécurité que j'avais engagés des semaines plus tôt intervinrent. Raccompagnez Madame Whitmore, ordonnai-je. Elle hurla en se débattant, tu le regretteras, Anna. Tu crois que c'est fini? La porte claqua. Le silence retomba, lourd. Ce soir-là, seul dans la salle du conseil, je regardais le coucher du soleil se refléter sur les vitres comme un miroir brisé. La lumière dorée rappelait la montre de grand-père. Je posai la main sur son fauteuil. J'ai réussi, grand-père, murmurai-je. J'ai protégé ce qui est à nous. Mais la victoire avait un goût amer, car dans cette famille, aucun triomphe ne venait sans s'en verser.
et alors que je contemplais la ville, un coup frappa à la porte. Ma secrétaire, est là, passa la tête, Mademoiselle Whitmore, quelqu'un souhaite vous voir. Qui? Un homme. Il dit être votre père. Je restai figé. Pour la première fois depuis des années, l'air me manqua. Cette nuit-là, j'allais affronter le fantôme à l'origine de tout. Aucun pouvoir, aucune fortune ne pouvait m'y préparer. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, plus petit que dans mes souvenirs, portant encore la même veste en cuir usé. L'homme qui, jadis, était parti sans un mot. « Anna » dit-il d'une voix tremblante. « Non » répondis-je froidement. « Tu as perdu le droit de prononcer mon nom il y a 18 ans. » Il fit un pas hésitant. Ses cheveux grisonnaient, son visage était marqué. « Tu ressembles à ta mère » murmura-t-il. « Tu veux dire la femme dont tu as oublié l'existence avant de disparaître ?» Il baissa les yeux. Après sa mort, je me suis effondré. Je ne savais pas comment t'élever seul. Alors tu as laissé une fillette de 11 ans seule avec un mot? Ce n'est pas s'effondrer, papa, c'est abandonner. Le silence pesa. Puis il sortit de sa poche une photo froissée, moi, à 6 ans, édenté, assise sur ses épaules. Je l'ai gardée, dit-il doucement. Tous les jours. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Ma gorge se serra, mais je restai de marbre. Penser à moi ne me nourrissait pas, dis-je calmement. Ni ne m'empêchait de pleurer seul dans une maison vide. Il acquiesça lentement. Tu as raison. Je mérite ta colère. Mais Margaret m'a dit que tu essaies de retirer l'entreprise à la famille. Ce n'est pas ce que ton grand-père voulait. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Margaret t'a envoyé? Il hésita, et cette hésitation me dit tout. Je ris amèrement. Bien sûr, tu n'es pas venu faire la paix, tu es venu parce qu'elle avait besoin d'un pion. Non, Anna, ce n'est pas ça. Je frappai la table du plat des mains. C'est exactement ça. Tu m'as laissé mourir de faim, et maintenant que j'ai quelque chose qu'on peut me voler, tu réapparais en brandissant ces mensonges comme un drapeau d'amour. Il tressaillit, les yeux humides. Je voulais juste te voir, te dire que je suis désolé. Je le fixais longtemps. Il n'y avait plus de haine, seulement du vide. Comme regarder le fantôme d'une vie qui n'avait jamais existé. Tu sais ce qui est drôle? Dis-je doucement. J'ai imaginé ce moment chaque nuit. Je croyais que si tu revenais un jour, je courais vers toi, que je te pardonnerais. Mais maintenant, je ne ressens plus rien. Il semblait brisé. S'il te plaît, dit-il d'une voix tremblante, je suis malade, Anna. Les médecins disent qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je ne suis pas venu pour l'argent. Je voulais juste que ma fille sache que je suis désolé avant qu'il ne soit trop tard. Un instant, mon cœur vacilla. L'enfant en moi, celle qui attendait chaque soir près de la fenêtre, voulait le croire. Mais je vis alors l'enveloppe dépassée de sa poche, ornée de l'entête de Summit Development Group, la société de Margaret. Ma voix se glaça. Tu pourras dire à Margaret que son plan a échoué, dis-je en me levant. Et si jamais tu remets les pieds ici, la sécurité te fera sortir. Il me regarda, les yeux brillants. Je sais que tu me hais, mais un jour, tu comprendras. Je secouai la tête. Non, papa. Un jour, c'est toi qui comprendras ce que ça fait d'être abandonné. Il se retourna lentement et sortit, les épaules affaissées. La porte se referma derrière lui dans un léger clic, comme le point final d'un chapitre qui avait duré 18 ans de trop. Je restai là longtemps, fixant la ligne d'horizon. Pendant des années, j'avais voulu qu'il revienne, chercher la fermeture, l'amour, quelque chose. Maintenant, je comprenais que je n'avais besoin de rien de tout cela. J'avais bâti ma propre force, mon propre nom, mon propre avenir. Et pourtant, en regardant les lumières de la ville scintiller, une larme unique tomba. Non pas pour lui, mais pour la petite fille qui avait cru que les pères rentraient toujours à la maison. Ce soir-là, je me servis un verre de vin, m'assis au bureau de grand-père et murmurai, « Tu avais raison, grand-père. » Certains t'apprennent à construire. D'autres t'enseignent ce qu'il ne faut jamais devenir. Le lendemain matin, je pris une décision. Si les Whitmore voulaient la guerre, je la leur donnerais. Mais cette fois, je m'assurerai qu'ils ne se relèvent jamais. Après la visite de mon père, je ne dormis pas pendant 3 nuits.
Chaque mot qu'il avait dit me hantait, la culpabilité, les excuses, les failles dans sa voix. Mais l'enveloppe de Summit Development Group me révéla l'essentiel, Margaret était désespérée, et les désespérés font des erreurs. Alors j'attendis en silence. Les semaines passèrent. En surface, Whitmore Holdings prospérait, les profits montaient, de nouveaux projets étaient annoncés. Mais derrière les portes closes, je fis fouiller et là dans chaque transaction que Margaret avait touchée avant son renvoi. Plus nous creusions, plus c'était sale, comptes fictifs, pots de vin cachés, paiements dissimulés sous des sociétés écrans et les noms de ses enfants. Ce n'était pas seulement de la cupidité, c'était de la trahison. Je savais ce que grand-père aurait fait. Il n'aurait pas crié. Il aurait attendu, puis frappé une fois, net et définitif. C'est ce que je fis. Le jour de l'assemblée annuelle des actionnaires arriva, un événement étincelant au Hilton du centre-ville, où chaque journaliste de San Francisco attendait un titre. J'entrai vêtu de soie noire, les cheveux tirés, calme comme le verre. Ella murmura à côté de moi, « Tu es sûre de toi, Anna ?» « Absolument, dis-je. Il est temps qu'il voie qui a vraiment bâti cet empire. » Margaret était là, bien sûr, assise à l'avant avec Lydia et Cole, feignant l'assurance. Ses pères luisaient sous le lustre, mais ses yeux allaient sans cesse de moi à l'écran géant derrière la scène. Je montai au pupitre. « Bonsoir, dis-je d'une voix posée. Aujourd'hui, nous célébrons Whitmore Holdings, mais aussi l'intégrité qu'elle incarne. Et l'intégrité, comme disait mon grand-père, ne se mesure que lorsque la cupidité murmure. » Un frémissement parcourut la foule. J'appuyai sur la télécommande. Derrière moi, le premier visuel apparut, un logo inconnu. Cedar Financial Group, puis un autre, Westline Logistique. Ces sociétés, poursuivis-je, sont des coquilles vides, créées pour détourner des millions de Whitmore Holdings, et elles mènent toutes à un seul nom. La diapositive suivante explosa comme un coup de tonnerre, Margaret Whitmore. Des exclamations fusèrent, les flashs crépitèrent, Lydia blêmit, Cole jura à voix basse. « C'est un mensonge !» cria Margaret en se levant. « Tu as tout inventé !» Je fis signe à Ella, qui lança un enregistrement, la voix de Margaret, prise lors d'un appel intercepté, transfère encore 2 millions à Westline et assure-toi que Anna ne découvre jamais rien. La salle éclata. Les journalistes criaient des questions, la sécurité s'avançait. Je levai la main. « Laissez-la parler, dis-je calmement. » Margaret tremblait, la voix brisée, cette entreprise était à moi. Père me l'a volée, à moi et à toi. Tu l'as manipulée. Je m'avançai. Je n'ai manipulé personne, tante Margaret. J'ai mérité ce que tu as gaspillé. Grand-père croyait aux bâtisseurs, pas aux parasites. Elle me fixa, la voix étranglée, tu crois avoir gagné? Je me penchai tout près, assez pour qu'elle seule entende, je ne le crois pas. Je le sais. Puis je repris le micro, à effet immédiat, Margaret Whitmore et ses associés sont licenciés et feront l'objet d'une enquête pénale pour fraude d'entreprise. Les preuves ont déjà été remises aux autorités. L'assemblée éclata en applaudissements. Lydia hurla, « Tu nous as détruits. » Non, répondis-je doucement, vous vous êtes détruits vous-même. Des heures plus tard, quand le bal était fini et les flashs éteints, je restais sur le balcon, face aux lumières de la ville. Le vent fouettait mes cheveux, mais je ne bougeais pas et là me rejoignit, un léger sourire aux lèvres. Tu l'as fait. Tu as vraiment réussi. Je regardais l'horizon, la ville que grand-père avait contribué à bâtir, l'entreprise qu'il m'avait confiée. Non, dis-je, nous l'avons fait. Pour lui. En dessous de nous, la nuit scintillait, non plus de cupidité, mais de liberté. Pour la première fois depuis des années, je sentis le poids s'envoler de ma poitrine. Les fantômes du passé, mon père, ma tante, la peur de ne jamais être à la hauteur, tout se dissipa dans le vent. Je croyais que la victoire serait froide, mais elle ressemblait à la paix. Pourtant, une douleur silencieuse subsistait, non pour ce que j'avais gagné, mais pour ce que j'avais perdu depuis longtemps, la famille que nous aurions pu être. Je murmurai dans la nuit, « Grand-père, c'est fini. » Le nom des Whitmore est à nouveau pur. Mais le vent sembla répondre doucement, « Pas fini, Anna. » Pas encore. Car je ne savais pas alors que le monde n'en avait pas terminé avec moi. L'empire que j'avais sauvé allait bientôt exiger davantage, le courage de transformer le pouvoir en sang. 6 mois après le scandale, le nom Whitmore ne rimait plus avec avidité, mais avec renouveau.
Chaque matin, les gros titres étaient comme un lever de soleil, Hannah Whitmore transforme un empire en force pour le bien, de l'enfant abandonné à la PDG visionnaire. Mais ce n'étaient pas les applaudissements qui comptaient pour moi, c'était la suite. Je transformais l'une des tours du centre-ville en quelque chose de nouveau, la Fondation Whitmore pour l'enfance. Un lieu où aucun enfant ne ressentirait jamais le vide que j'avais connu. Le hall sentait la peinture fraîche et la promesse. Les murs étaient couverts de dessins d'enfants qui recommençaient à rêver. Lors de l'inauguration, les caméras crépitaient, les journalistes tendaient leurs micros. Mademoiselle Whitmore, pourquoi créer une fondation au lieu d'élargir votre division immobilière? Je souris. Parce que les bâtiments durent des décennies, dis-je, mais les gens, quand on les construit bien, durent des générations. La foule applaudit, mais je les entendais à peine. Mon regard se porta sur la photo encadrée sur la scène, grand-père Richard, debout à mes côtés le jour de ma remise de diplôme. Il n'était pas là en chair et en os, mais j'entendis presque sa voix. L'intégrité bâtit les empires, Hannah, murmurai-je en retour, et la bienveillance les fait tenir debout. Après l'événement, alors que les invités quittaient les lieux, je traversai seul les couloirs silencieux. Une petite fille au couette tira sur ma manche. « Mademoiselle Hannah, êtes-vous vraiment milliardaire ?» Je ris doucement. C'est ce que disent les journaux. Alors pourquoi aidez-vous des enfants comme moi? Je m'accroupis à sa hauteur. Parce qu'un jour, j'ai été comme toi. Son sourire fut le genre de remerciement qu'aucun communiqué de presse ne pourrait jamais offrir. Quelques semaines plus tard, je pris la route de la côte pour rendre visite à la tombe de grand-père, une simple pierre de marbre surplombant le Pacifique. La brise marine avait le goût du souvenir. Je déposai une rose blanche et la montre de poche en or à côté de son nom. Nous y sommes parvenus, murmurai-je. Ils ont essayé de détruire ce que tu as construit, mais c'est plus fort que jamais. Pendant un instant, je crus sentir la chaleur d'une main sur mon épaule, l'approbation silencieuse de l'homme qui m'avait sauvé de l'obscurité. Quand je me retournai, il n'y avait personne. Seulement l'océan s'étendant à l'infini. Ce soir-là, de retour au manoir, Ella me rejoignit sur le balcon avec 2 verres de vin. « Tu sais, dit-elle, tu pourrais enfin te reposer. Peut-être écrire un livre ou, je ne sais pas, tomber amoureuse. » Je ris. Un livre, peut-être. L'amour. Je regardais les étoiles. C'est encore en négociation. Elle me donna une légère tape. Tu mérites d'être heureuse, Hannah. Peut-être que le bonheur n'est pas quelque chose qu'on poursuit, dis-je doucement. Peut-être que c'est quelque chose qu'on construit, une bonne décision à la fois. Les vagues se brisaient loin en dessous, et pour la première fois, leur son ne me rappelait plus la solitude, mais le rythme de la vie qui continue d'avancer. Un mois plus tard, une enveloppe arriva. Pas d'adresse d'expéditeur, seulement mon nom écrit d'une main tremblante. À l'intérieur, un court message, je suis encore désolé. Je suis fier de toi. Papa. Pas de signature, pas d'adresse, juste ça. Je restai longtemps à contempler ces mots et, au lieu de la colère, je ressentis un apaisement. Il m'avait tant pris, mon enfance, ma confiance. Mais je compris enfin qu'il ne pouvait pas me voler ma paix. Je repliai la lettre et la plaçai dans le même tiroir que la montre de grand-père. Puis je murmurai adieu, et je le pensais vraiment. Aujourd'hui, quand je traverse les couloirs de Whitmore Holdings, les employés ne me voient plus comme la fille qui a tout hérité, mais comme la femme qui a tout mérité, celle qui a transformé la douleur en raison d'être. Et chaque fois que je vois un nouveau projet s'élever de terre, je me souviens de cette fillette de 11 ans assise sur le sol de la cuisine, fixant un mot disant « Tu t'en sortiras ». Elle a fait bien plus que s'en sortir, car elle a bâti son propre empire, non pas de verre et d'acier, mais d'espoir, d'intégrité et de compassion. Quand on me demande comment j'y suis parvenu, je donne toujours la même réponse, en ne laissant jamais le passé définir celle que je pouvais devenir. Aujourd'hui, quand le soleil se couche sur le domaine Whitmore et que l'océan se teinte d'or, je lève mon verre vers l'horizon et murmure, c'est pour toi, grand-père, et pour chaque enfant perdu qui n'a jamais cessé de croire qu'il y avait davantage. Et quelque part dans le vent, je jurerais encore entendre son sourire.